Des policiers se sont ouvertement moqués d'un sans-abri noir au tribunal, ignorant qu'il s'agissait d'un général de haut rang déguisé. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience vibrait d'une énergie cruelle qui semblait se nourrir d'elle-même, les rires résonnant contre les hauts murs de marbre comme les huées des spectateurs dans une arène. Chaque ricanement, chaque sourire narquois, chaque commentaire chuchoté depuis les bancs visait la silhouette debout au centre. Un homme noir âgé, les vêtements en lambeaux, les chaussures éraflées jusqu'aux semelles, se tenait dans une posture qui trahissait à la fois fragilité et défi. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il agrippait la balustrade devant lui, mais, que ce soit à cause de l'âge, de la faim ou de l'humiliation, personne ne prit la peine de lui poser la question. Les policiers qui l'avaient traîné de force s'attardaient près de l'allée, leurs uniformes impeccables, le visage déformé par l'amusement. L'un d'eux tira sur la manche déchirée de l'homme comme pour prouver au reste de la salle qu'il était indigne d'être là, marmonnant qu'il était probablement venu juste pour se réchauffer. Cette remarque déclencha une nouvelle salve de rires, rauques et creux, résonnant dans la salle comme un claquement de fouet. Le juge était assis plus haut, observant la scène depuis son banc avec le sourire détaché d'un homme qui avait déjà pris sa décision avant même le début de l'audience. Son marteau reposait nonchalamment à ses côtés, comme si la justice était un jeu plutôt qu'une affaire à défendre. Même le greffier, qui aurait dû rester neutre, échangea un regard avec l'huissier, secouant la tête comme si la procédure lui était indigne. Pour ceux qui regardaient, l'homme était invisible, si ce n'est comme la cible d'une farce cruelle. Il n'était pas perçu comme une personne avec une histoire, ni comme quelqu'un ayant enduré une vie de tempête et de sacrifice, mais comme une nuisance, un vieux mendiant gaspillant le temps précieux du tribunal. Pourtant, sous le concert de moquerie qui l'envahissait, le visage de l'homme ne se déforma pas. Ses yeux brillaient d'une douleur contenue, mais il refusait de laisser couler ses larmes là où elles auraient pu se transformer en moquerie supplémentaire. Sa mâchoire était serrée, son expression gravée dans une expression presque indéchiffrable. Chaque insulte frappait comme un coup, mais au lieu de le faire plier, elle semblait le pousser vers le haut, tel de l'acier martelé sous le feu. Il se redressa, les épaules en arrière malgré le poids du manteau en lambeaux qui pesait sur lui. Sous la laine déchirée, sous la peau burinée, se cachait une présence que personne dans cette salle d'audience ne pouvait percevoir, une force soigneusement dissimulée à la vue de tous. La salle d'audience elle-même était un monument à l'autorité, chaque détail étant conçu pour rappeler aux personnes présentes un pouvoir qu'elles ne possédaient pas. Les bancs en bois brillaient de vernis, bien que leurs bords fussent gravés des années d'éraflures causées par des mains agitées. Le sceau du tribunal était suspendu au-dessus de la tête du juge, sa feuille d'or reflétant la faible lumière fluorescente qui bourdonnait au-dessus. La salle sentait vaguement le papier, la poussière, et l'âcre odeur de café bon marché se répandait quelque part au fond. Sur un tel fond de prétendue dignité, les rires sonnaient d'autant plus vicieux, une moquerie des idéaux même que la salle prétendait défendre. L'homme entendait chaque mot. Il le traitait de bon à rien. Il le traitait de faux. Il disait qu'il était une tache sur la ville, rien d'autre qu'un autre corps sans abri errant là où il n'avait rien à faire. Il laissa les insultes s'incruster profondément, non pas parce qu'elles le définissaient, mais parce qu'il avait appris depuis longtemps le pouvoir de se souvenir de chaque affront, de chaque injustice. Il pensait l'avoir dépouillé de tout, réduit à un être méconnaissable. Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'il avait choisi le silence, choisi le déguisement, choisi d'être sous-estimé. C'était un rôle qu'il avait appris à bien jouer, l'aîné oublié, le paria inoffensif, l'homme sans nom. Mais sous la surface, sa poitrine se soulevait d'un souffle mesuré, chaque inspiration rappelant les batailles survécues. Les cicatrices sous sa chemise, invisibles au tribunal, racontaient une autre histoire. Il avait mené des hommes dans des lieux que la plupart des personnes présentes ne pouvaient imaginer, où le rire n'avait pas sa place, où le silence était le seul compagnon. Il avait imposé l'autorité, sans mendier des miettes. Ses pas, bien que lents désormais, l'avaient autrefois porté à travers déserts, jungle et zones de guerre. Ses yeux, ternis par des années de météo et d'épuisement, avaient autrefois percé la fumée et le chaos pour prendre des décisions qui changeaient le cours de vie. Alors que les rires redoublaient, il laissa son regard dériver sur les visages de ceux qui se moquaient de lui. Aucun d'eux ne savait ce qu'il portait en lui. Aucun d'eux ne savait que l'homme qu'il considérait comme un mendiant avait autrefois côtoyé des présidents, des généraux et des dirigeants de nations. Aucun d'eux ne savait que leurs paroles, aussi tranchantes qu'elles se croyaient, ne pouvaient pas blesser plus profondément que les souvenirs qu'ils portaient. Ils voyaient la fragilité, mais pas le feu. Ils voyaient les rides,
mais pas la détermination forgée par des années de discipline. Il resta immobile, imperturbable, tandis que le juge se renversait en arrière, l'air suffisant, comme s'il s'agissait d'un simple divertissement. Les policiers rirent plus fort, comme pour provoquer une réaction, pour le convaincre de confirmer l'image qu'il s'était déjà faite. Mais l'homme refusa cette satisfaction. En lui, quelque chose s'agita, quelque chose de trop puissant pour être éteint par la moquerie. Il avait enduré pire que cela, des nuits froides sans abri, la trahison de ceux en qui il avait autrefois confiance, le dépouillement de tout ce qu'il avait construit. Pourtant, malgré tout cela, il n'avait jamais renoncé à l'essence même de qui il était. Dans ce silence, dans sa façon de se tenir, une tempête se formait. Ce n'était pas la tempête de la rage ou du chaos, mais celle de la précision, de la patience et de l'inéluctabilité. C'était la tempête d'un homme qui avait appris à attendre, à frapper non pas sous les moqueries, mais sous-estimer. La salle d'audience continua de rire, aveugle à la vérité qui se dressait devant eux. Derrière le masque fragile, derrière les vêtements en lambeaux et les mains tremblantes, se cachait un commandant, un stratège, un guerrier qui avait autrefois soumis l'histoire à sa volonté. Et même s'il ne le voyait pas maintenant, la tempête grondait déjà, et le jour viendrait où chaque mot cruel prononcé dans cette salle résonnerait contre ceux qui avaient osé rire. Pour l'instant, il endurait, se redressant sous le poids des moqueries, les laissant croire à leur illusion de pouvoir. Mais au fond de lui, il savait la vérité. La salle d'audience n'était pas prête pour ce qui allait surgir des ombres de leur propre arrogance. Quelque chose d'inébranlable, d'irrésistible, allait s'éveiller, et quand ce serait le cas, aucun d'eux ne rirait plus. Le rire résonnait à ses oreilles, non pas parce qu'il se souciait de leur approbation, mais parce que chaque son cruel semblait le ramener dans un passé que la plupart d'entre eux ne comprendraient jamais. Le corps du vieil homme était immobile dans la salle d'audience, mais son esprit le transportait ailleurs, dans des souvenirs plus tranchants que le verre. Il se revoyait tel qu'il avait été autrefois, droit, inflexible, enveloppé de l'autorité d'un uniforme militaire impeccable qui brillait d'honneur sous le soleil matinal. Des rangées de médailles lui collaient à la poitrine, chacune gagnée dans des lieux si éloignés de cette pièce de moquerie qu'on aurait dit qu'elle se trouvait sur une autre planète. Il se souvenait du poids de la chaleur du désert qui lui pesait sur la peau, de l'humidité épaisse des jungles où chaque ombre dissimulait le danger, du froid glacial des montagnes où survivre impliquait de déjouer non seulement l'ennemi, mais aussi les éléments. Il avait traversé tout cela, mené des hommes à travers tout cela, et avait été salué non par la peur, mais par la confiance. Les images s'affinèrent. Il était de retour dans les salles de briefing, avec leurs lumières blanches et stériles, et leurs murs tapissés de cartes qui s'étendaient sur les océans et les continents. Autour de lui étaient assis des hommes en costume sur mesure, la cravate raidie, la voix posée, des hommes qui manient la plume, mais comptent sur lui pour prendre les décisions. Juges, sénateurs, officiers dont les noms avaient du poids à Washington, tous s'étaient un jour penchés vers lui lorsqu'il parlait, suspendus à chaque mot comme si le cours des choses dépendait de son jugement. Car c'était parfois le cas. Il se souvenait du silence qui régnait dans ces salles, de la façon dont tous les regards se tournaient lorsqu'il tapotait du doigt une carte ou esquissait une stratégie susceptible de sauver des centaines de vies. Il avait été décisif, perspicace, l'incarnation du leadership. Et pourtant, assis juste derrière le banc aujourd'hui, le même genre d'homme flânait, l'air suffisant, souriant d'un air narquois, supervisant un système qui choisissait désormais de le traiter comme une plaisanterie. Il n'avait pas perdu de vue que les visages du pouvoir n'avaient pas changé, seulement les sièges qu'ils occupaient et les masques qu'ils portaient. Les voix moqueuses du tribunal s'éteignirent un instant, rattrapées par un autre souvenir, plus sombre, plus amer celui-ci. Sa chute n'avait pas été accidentelle. Ce n'était pas une lente disparition de sa pertinence. C'était un démantèlement délibéré, une frappe calculée par ceux-là même qui lui avaient autrefois fait confiance. Il avait découvert ce qu'il voulait enterrer. Un réseau de corruption tissé dans les contrats de défense, des liens qui reliaient politiciens, généraux et entreprises aux mains trop entachées par le prix du sang pour jamais se justifier. Il avait pensé que le dévoiler apporterait le changement, que son pays, la nation pour laquelle il avait versé son sang, récompenserait l'intégrité. Au lieu de cela, la réponse avait été rapide et impitoyable. Son titre lui avait été retiré, sa pension annulée, son casier judiciaire souillé d'accusations mensongères d'insubordination et d'incompétence. Du jour au lendemain, il était passé du statut de général respecté à celui d'exilé anonyme, abandonné par ceux qui avaient autrefois chanté ses louanges. Il lui avait volé son honneur, son gagne-pain,
et ne lui avait laissé qu'un uniforme qu'il ne portait plus et des souvenirs qu'il ne pouvait taire. Les huées du tribunal le ramenèrent à la réalité, même si elles ne le blessèrent plus autant. Il regarda les officiers rire dans leurs uniformes bleus repassés, des hommes qui pensaient que leur badge les rendait intouchables. Il regarda le juge avec son demi-sourire suffisant, le genre de sourire qu'il avait déjà vu chez des politiciens convaincus du pouvoir permanent. Il reconnut l'arrogance, l'aveuglement d'hommes qui croyaient que le monde pencherait toujours en leur faveur. Ils ignoraient la fragilité de leur emprise. C'étaient les mêmes qui autrefois murmuraient son nom avec révérence, qui portaient un toast à ses victoires à huis clos. Maintenant, ils le croyaient effacé, que le temps et la disgrâce l'avaient réduit à l'état de coquille vide. Ils voyaient un homme sans argent, sans alliés, sans autre arme que le silence. Ils le pensaient oublié, impuissant. Et c'était peut-être là leur plus grande erreur. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que le silence n'était pas une capitulation. Il avait passé sa vie à apprendre à attendre. Le champ de bataille lui avait appris la valeur du silence, l'art d'observer, la discipline de frapper non pas avec colère, mais avec certitude. Il avait appris à laisser ses ennemis le sous-estimer, à leur faire croire qu'ils avaient gagné, pour ensuite les démanteler avec précision le moment venu. Chaque insulte proférée dans cette salle d'audience était une arme de plus qui lui tendait sans le savoir. Chaque rire confirmait leur aveuglement. Son silence n'était pas celui de la défaite, mais celui d'une réponse, d'une tempête. Il connaissait trop bien ce schéma. L'arrogance précède toujours l'effondrement. Son regard parcourut la salle avec la précision d'un soldat, scrutant les visages comme s'il cartographiait le terrain. Chacun révélait quelque chose. Un excès de confiance, du mépris, une faiblesse cachée derrière la moquerie. Il observa la façon dont le juge se penchait trop en arrière sur son siège, comme s'il possédait non seulement le banc, mais aussi les personnes qui s'y trouvaient. Il regarda le greffier étouffer un rire, comme le procureur murmurait des commentaires suffisants à l'oreille d'un officier, tous convaincus de n'assister qu'au trébuchement pathétique d'un vieil homme. Mais il voyait les choses différemment. Il voyait une scène, et sur cette scène, chaque rire était une fissure se formant dans leur mur de pouvoir soigneusement construit. Il ne pouvait pas encore le voir, mais lui, si. Il avait toujours été capable de voir plus loin que les autres. En lui, l'amertume de la trahison couvait, mais elle ne le brûlait plus comme autrefois. Au contraire, elle s'était transformée en résolution. Il avait fui la gloire, les médailles, l'héritage qui aurait dû lui revenir, mais il n'avait pas abandonné le combat. Il l'avait contraint à l'exil, mais l'exil lui avait donné quelque chose qu'il n'attendait pas, une perspective. Il avait vécu parmi ceux qu'ils avaient rejetés, vu la ville depuis le sol, entendu les voix de ceux écrasés par le même système qui se moquait maintenant de lui. Il n'avait pas seulement survécu à la rue, il les avait étudiés, appris d'eux, puisé de la force en eux. Il le croyait brisé, mais il s'était reconstruit d'une manière qu'il n'imaginait pas. Les rires autour de lui atteignirent leur paroxysme, emplissant la salle comme une vague s'écrasant sur la pierre. C'est à ce moment-là qu'il décida de bouger. Lentement, délibérément, il releva la tête. Son regard, autrefois terni par le poids du souvenir, s'aiguisa maintenant d'un éclat dangereux. Ses épaules se redressèrent avec la discipline subtile d'un homme qui n'avait jamais vraiment oublié comment se tenir au garde-à-vous. La tempête intérieure s'amplifia et pour la première fois, il laissa échapper un murmure, sa voix si basse qu'elle fut presque engloutie par le bruit, mais suffisamment puissante pour faire taire le chaos qui l'habitait. Il croit savoir qui je suis. L'air de la salle d'audience changea d'une manière presque palpable, comme si un courant invisible avait traversé la salle et lui avait volé le rire. Le vieil homme, voûté quelques instants auparavant sous le poids du ridicule, redressa le dos avec un sang-froid délibéré. Le tremblement de ses mains cessa, la cambrure de ses épaules disparut, et sa posture attirait l'attention avant même que ses paroles ne rompent le silence. Sa voix, rauque par l'âge mais ferme par l'autorité, résonna dans la salle silencieuse tandis qu'il déclarait qui il était vraiment. Il n'était pas le vagabond anonyme dont on se moquait, mais le général Nathaniel Cross de l'armée américaine. Son nom fendit l'air comme une lame. Des exclamations de surprise fusèrent dans la salle d'audience, d'abord dispersées, puis se transformant en un chœur d'incrédulité. La moquerie se dissipa instantanément. Les visages déformés par la dérision se figèrent sous le choc, et les officiers les plus proches de lui reculèrent comme si la distance pouvait effacer ce qu'ils venaient d'entendre. Le juge, qui quelques instants auparavant affichait un sourire narquois, s'agita, mal à l'aise,
sur sa chaise à au dossier. La plume du greffier se figea, l'encre tachant la page tandis que sa main tremblait. Les avocats chuchotaient frénétiquement entre eux, leur assurance laissant place à un malaise frénétique. Les rires qui avaient si facilement empli la salle quelques instants auparavant s'étaient complètement éteints, remplacés par le silence pesant de la prise de conscience. Le vieil homme fouilla lentement dans la poche intérieure de son manteau. L'espace d'un instant, tous les officiers présents se raidirent, leur instinct aiguisé par la culpabilité plus que par la menace. Mais au lieu d'une arme, sa main émergea, tenant un étui en cuir usé, au bord craquelé par le temps, mais qui conservait une aura d'importance. Il le posa sur le banc devant lui et l'ouvrit avec précaution, révélant des documents si méticuleusement conservés qu'ils semblaient presque défier le temps. Des sceaux estampillés brillaient faiblement sous les lumières de la salle d'audience, des insignes infalsifiables et indélébiles. Chaque page portait son nom, son grade, ses affectations sur les champs de bataille du monde et ses états de service décorés. Le silence s'épaissit tandis que les yeux se perdaient d'une page à l'autre, chaque ligne prouvant que l'homme frêle dont il s'était moqué avait autrefois exercé une autorité plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. L'air se fit plus dense, étouffant ceux qui l'avaient ridiculisé, les forçant à affronter le poids de leur arrogance. Ce qui se trouvait devant eux n'était pas une relique d'échec, mais un registre vivant de sacrifices et d'honneur, un rappel des idéaux mêmes qu'ils avaient juré de défendre mais qu'ils avaient depuis longtemps abandonnés. Puis vint la véritable rupture. De la même poche, le général Cross sortit une petite clé USB, d'apparence quelconque mais lourde de sous-entendus. Il la posa sur le banc de bois avec une fermeté silencieuse qui résonna plus fort que le marteau. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle portait le poids du commandement lorsqu'il expliqua que cette clé contenait des années de vérité cachée. Il contenait des archives de pots de vin secrets acheminés par le biais de comptes fantômes, des rapports falsifiés enfouis sous des couches de bureaucratie, et des noms de fonctionnaires qui avaient bâti leur carrière en vendant la justice tandis que des hommes comme lui saignaient et mouraient pour leur pays. Le poids de la révélation semblait peser sur les murs, les hauts plafonds et le bois poli semblant soudain une cage emprisonnant les coupables, leurs péchés mis à nu. Des murmures jaillissaient comme des étincelles jaillissant d'un feu. Les avocats s'agitaient sur leurs sièges, certains pâlissant comme s'ils soupçonnaient déjà leur propre implication. Les officiers qui avaient ri si facilement évitaient maintenant le regard des autres, leur sourire narquois disparu, remplacé par une peur crispée. Même le juge, qui avait regardé le vieil homme de haut comme s'il n'était rien de plus qu'une nuisance, s'agitait sur sa chaise comme si le bois lui-même avait chauffé sous lui. La salle d'audience, autrefois lieu de divertissement cruel, s'était transformée en scène de jugement, l'équilibre des pouvoirs s'étant inversé en un clin d'œil. Le frêle mendiant qu'il pensait avoir traîné devant eux n'était pas un mendiant. Il était la tempête qu'il n'avait jamais vue venir. À cet instant, Nathaniel Cross ne semblait ni faible ni oublié. Les années s'étaient estompées, son regard s'était aiguisé avec la même clarté qu'autrefois lorsqu'il commandait des hommes sur le terrain, et la présence qui avait autrefois rempli les salles de briefing et les conseils de guerre emplissait désormais toute la salle d'audience. Il n'avait plus l'air d'un homme vaincu par le monde, il avait l'air d'un homme qui l'avait porté et avait encore la force d'en ébranler les fondements. Il fixa le juge, celui-là même qui avait ouvertement ricané à ses dépens quelques minutes plus tôt, et le silence de la salle s'épaissit tandis que leurs regards se croisaient. Sa voix était ferme, égale, chaque syllabe mesurée avec la précision de quelqu'un qui n'avait jamais oublié le langage de l'autorité. Il lui annonça que ce tribunal n'était plus le sien. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel marteau, plus fort que n'importe quel verdict. L'illusion de pouvoir, si soigneusement entretenue par ceux qui se croyaient intouchables, commença à se fissurer sous leurs yeux. Et la suite allait briser toute leur illusion de pouvoir. Le chaos éclata, mais pas celui que les corrompus avaient prévu. Tout commença par un bruit sourd lorsque les portes arrière du tribunal s'ouvrirent, le son résonnant dans la salle haute comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent tandis qu'hommes et femmes en costume sombre entraient avec une précision chirurgicale, leurs badges reflétant la lumière crue des néons. Leurs bottes frappèrent le sol ciré à l'unisson, un rythme inéluctable qui répandit des ondes de peur sur les bancs. Les agents fédéraux attendaient, cachés à la vue de tous, et maintenant ils s'élancèrent, la voix aiguë, lisant à haute voix des noms et des accusations murmurées depuis longtemps, mais jamais prononcées à voix haute. Les officiers qui s'étaient moqués du vieil homme quelques minutes plus tôt se retrouvèrent plaqués contre les murs lambrissés sur lesquels ils s'appuyaient autrefois avec une aisance arrogante.
Leur rire s'était évanoui, remplacé par des protestations balbutiées, noyées sous le cliquetis des menottes métalliques qui se refermaient. La suffisance qui avait rempli la salle d'audience s'évapora comme l'eau à travers la pierre fissurée, ne laissant place qu'à la panique et à l'incrédulité. Même la galerie, autrefois animée d'un amusement cruel, se tut tandis que la vague de justice tournait sous leurs yeux. Sur le banc, le juge se leva dans un tourbillon de robe noire, le visage rouge et désespéré. Il frappa violemment le bois de son marteau comme si ce bruit pouvait arrêter la tempête qui ravageait son domaine. Mais sa voix se brisa lorsque des agents le saisirent par les bras et le tirèrent du haut siège qu'il gardait comme un trône. La robe se tordit entre ses poings, bouclier de tissu incapable de le protéger. Ses paroles se déversèrent en excuses, allégations de malentendus, dénégations, menaces de pouvoir politique, mais personne ne l'écouta. Sa voix fut étouffée par le frottement des chaises, le claquement des attaches et la marche inébranlable de la loi qui s'était finalement retournée contre lui. Les politiciens qui s'étaient prélassés dans des sièges réservés, leur confiance bâtie sur des accords secrets et un statut d'intouchable, étaient maintenant pâles et les yeux écarquillés. Ils étaient entrés en s'attendant à une démonstration de domination, à un spectacle de ridicule contre un homme qu'ils croyaient impuissant. Au lieu de cela, ils furent traînés dehors un par un, les caméras craquant comme des éclairs implacables devant les portes de la salle. Leurs masques de dignité soigneusement confectionnés se fendirent en temps réel, leurs visages se tordant de honte et d'incrédulité. Ils tentèrent de se protéger de la nuée de journalistes, mais leurs noms furent criés dans les microphones, leur chute immortalisée à jamais par le son et l'image. Dans le chaos, le général Cross resta immobile. L'homme qui était entré dans la salle d'audience en haillons et chaussures usées paraissait maintenant transformé, bien que son corps n'ait pas bougé. Son manteau en lambeaux pendait toujours de ses épaules, le tissu effiloché frôlant le sol, mais il ne paraissait plus courbé ni brisé. Au contraire, il le drapait comme la cape d'un soldat ayant porté des fardeaux plus lourds que n'importe quel jugement. Les rides de son visage, autrefois prises pour de la faiblesse, semblaient désormais sculptées par des batailles menées à l'étranger et dans les guerres silencieuses de survie au pays. Son immobilité n'était pas une hésitation, mais un commandement. La tempête tourbillonnait autour de lui, et pourtant il en demeurait le centre, imperturbable, comme si chaque pas de cet instant avait été anticipé, chaque coup porté contre lui comptait et se transformait en arme. Il avait porté son déguisement non pas par honte, mais comme une armure, un masque qui révélait plus de vérité que les uniformes impeccables de ceux désormais enchaînés. Pendant des années, il avait évolué sans être vu, supportant les ricanements, les dédains, les railleries de ceux qui mesuraient la valeur à l'apparence. Et maintenant, dans un démasquage, il révèle que le pouvoir ne crie pas toujours. Il attend, endure, puis frappe quand le monde s'y attend le moins. Point. Les journalistes se sont détachés du chaos, leurs caméras braquées sur lui comme attirées par la gravité. Ils ont braqué leur micro vers son visage, leur voix se chevauchant, attendant désespérément les premiers mots de l'homme qu'ils avaient tous ignorés. La foule s'est serrée, impatiente d'entendre le témoignage de l'aîné qu'ils avaient raillé comme un vagabond, mais qui se révélait désormais comme quelque chose de plus grand. La salle d'audience, autrefois emplie de mépris, vibrait maintenant d'impatience, chaque respiration s'arrêtant dans un silence collectif. Le général Cross ne se précipita pas. Son regard, perçant et inébranlable, balaya la scène. Les agents traînant les corrompus dans les allées, l'autorité brisée d'un juge déchu, les caméras capturant chaque fragment d'un empire brisé. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était ferme, basse mais suffisamment puissante pour percer le brouhaha. La justice ne porte pas de costume, dit-il, elle tient bon. Les mots résonnèrent dans la salle, simples mais inflexibles, et la foule explosa. Des acclamations s'élevèrent de tous côtés, emplissant la salle d'un rugissement plus puissant que le marteau qui avait autrefois fait taire la dissidence. Des inconnus se serraient les épaules, leurs voix se mêlant en signes de célébration, tandis que les caméras capturaient l'image d'un homme qui avait transformé le poids des préjugés en marteau de la justice. La figure oubliée, l'ancien invisible en haillons, se dressait désormais comme un symbole de force, de résilience et de rédemption. Pendant des années, il avait vécu caché à la vue de tous, testant la valeur de ceux qui prétendaient servir la justice mais se servaient eux-mêmes. Son déguisement avait été à la fois un bouclier et une arme, le masque d'un sans-abri lui donnant accès à des vérités qu'aucune personne raffinée ne pouvait voir. Et finalement, ce fut ce déguisement qui renversa les corrompus qui le sous-estimaient, prouvant que le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on porte,
mais dans ce que l'on porte en soi. La salle n'oublierait jamais ce moment, pas plus que le monde qui le regardait à travers des reportages et des gros titres. L'histoire d'un homme écarté, moqué et mis à l'écart pour finalement s'élever au rang de général de haut rang sous le couvert d'un déguisement n'était plus un secret. C'était un avertissement et un appel, résonnant au-delà des murs du palais de justice. Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de la regarder. Partagez-la, parlez-en, diffusez-la. Car justice différée n'est pas toujours justice refusée, et le monde mérite d'entendre quand la situation s'inversera enfin. Avertissement. L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle a été créée pour exposer les dures réalités des préjugés raciaux et systémiques, ainsi que la dignité des anciens combattants noirs face au manque de respect. Ce récit vise à sensibiliser, à susciter l'indignation et à inciter à l'action pour la justice, la responsabilité et le respect de tous ceux qui ont servi.